Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Il y a 10 ans, c'est un triste attentat, bien sûr, qui a chamboulé tous les médias, mais plus largement, je pense, toute la planète, parce que il y a 10 ans, c'est le groupe des journalistes caricaturistes du journal Charlie Hebdo qui ont été attaqués. 12 personnes sont mortes. Et aujourd'hui, avec Isabelle Perron, on avait envie d'en discuter avec vous parce que je voulais voir comment vous avez été affecté, vous. Est-ce que 10 ans plus tard, vous estimez qu'on a atteint finalement une certaine liberté d'expression et surtout chez nous au Québec? On va redonner nos numéros peut-être pour que les gens participent, Isabelle. Bien, complètement. 187 Cube Radio, 1877-827-2346 parce que cet événement-là nous a chamboulé, mais après fait énormément réfléchir quand on pense que ces deux frères-là, armés de fusils d'assaut, sont rentrés comme ça dans cette salle de ce journal satirique où une partie de la salle a été décimée parce qu'ils ont fait une caricature du prophète Mahomet. Il faut dire que Charlie Hebdo avait eu des menaces en 2006, déjà en partant. Il y avait eu un incendie criminel ensuite en 2011, donc ils avaient déjà renforcé les mesures de sécurité avant le 7 janvier 2015. Est arrivée cette tragédie. Aujourd'hui, Charlie Hebdo, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de préparer un numéro spécial pour les 10 ans de l'attentat. Et le thème qu'ils avaient choisi, c'est « Rire de Dieu ». Donc, il y a 350 dessins qu'ils ont reçus. Ils en ont choisi 40. Et sur la page, on voit entre autres quelqu'un qui est penché sur un AK-47. Et dans la légende, ça écrit « Increvable ». Donc, ils ont décidé d'utiliser ce thème-là pour le numéro spécial d'aujourd'hui. Hey, c'est fort. 10 ans après. 10 ans après, il y en a qui disent « Oui, la liberté d'expression, on veut vous montrer que ça n'a rien changé ». Il faut dire qu'il y en a quand même des changements. On pense entre autres à la cérémonie qu'il y a eu aujourd'hui. Le président Emmanuel Macron était sur les lieux avec la mairesse de Paris, Anne Hidalgo. Oui. Il y a des hommages solennels qui ont été faits sur le site, mais il y a les propos du ministre intérieur, Bruno Retailleau, qui ont retenu mon attention. Il s'est confié entre autres aux médias RTL. Puis il dit... Ce qui est triste quand on regarde Charlie Hebdo 10 ans plus tard, c'est que la France s'est réarmée considérablement, mais la menace est toujours là. Ce qu'il dit, c'est qu'il fait référence à la fois au danger extérieur, la montée inquiétante de la radicalisation. On a beaucoup parlé de la radicalisation chez les jeunes, donc il a remis ça dans le discours public aujourd'hui. Et il dit ça n'a rien à voir aujourd'hui avec 2017, mais il dit quand même nos mesures mises en place ont permis de déjouer 9 attentats l'année passée. Incroyable. C'est beaucoup. Ouais. Les autres... Il y a souvent, moi, la dernière fois que je suis allée à Paris, il y avait Vigipirate là, qui était encore court. Là. C'est régulièrement. J'écoutais Stéphane Bureau ce matin qui parlait dans l'émission de notre collègue Mario Dumont qui racontait que, comme il vit à temps partiel à Paris, il racontait qu'il avait ça en tête tout le temps. Un peu comme quand on va aux États-Unis, on se dit, puis qu'on va dans une salle de cinéma, un Walmart ou un McDo, on se dit, on check qui rentre. Là, chaque fois que je suis dans une foule maintenant, dans un festival à Montréal. Même à Montréal? Oui, partout. Dès qu'il y a une foule, je me dis, ce serait peut-être le temps d'un véhicule bélier. J'ai peur de ça. Je pensais jamais à ça avant. Ben, on vient de le vivre. Nouvelle-Orléans. Oui, Nouvelle-Orléans, l'étudie, voilà. Mais c'est arrivé la même journée. Moi, j'étais dans une foule au Mexique. Je me disais, j'ai eu peur, même si c'était pas partout à la même place. C'était ça. Donc, et ça, c'est intéressant à poser comme question à nos auditeurs. Est-ce que l'attentat de Charlie Hebdo, entre autres attentats, a contribué à augmenter peut-être un sentiment d'insécurité chez vous? Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui le disent. À Montréal, tu viens de le dire, Isabelle. Il y a aussi, je lisais là, que il y a un sondage qui est sorti ces jours-ci en France où, par rapport à l'attentat de Charlie Hebdo, on a posé la question aux musulmans français et semble-t-il que 78% des musulmans considèrent que la fameuse caricature de Mahomet, qui a été faite par Cabu, aurait pas dû être publiée. 10 ans plus tard, il y a encore une majorité de gens d'origine de confession musulmane qui estiment qu'on ne doit pas publier ce genre de choses. Alors, la liberté d'expression a plus que jamais ses limites. Après, c'est de savoir qu'est-ce que ça a changé chez nous en termes de capacité à s'exprimer? Mais moi, je pense que ça a quand même eu un impact négatif parce que on regarde plusieurs médias internationaux font de moins en moins de dessins caricaturaux. Tout ce qui est anti-religieux, les médias ont peur maintenant de traiter ça. On pense entre autres au New York Times qui a cessé en 2019 de publier les caricatures. Il y a une dessinatrice aussi qui avait claqué la porte au Washington Post parce qu'on avait refusé l'un de ses dessins. Donc oui, on voit un déclin, même qu'il y avait 2 projets de musée de dessin de presse prévus à Paris et à Bruxelles, et c'est reporté. La sécurité. Charlie Hebdo, là, en 2019, ils ont fait une projection de coût. Là, ça coûte à peu près 2,2 millions
en sécurité pour maintenir ça. La salle de presse où on ne connaît pas l'adresse, les gens peuvent pas aller faire une entrevue directement dans les locaux pour préserver. Donc, ça a un coût. C'est important de préserver la liberté d'expression, mais ça a un impact encore aujourd'hui, je pense. Je pense que ça explique peut-être aussi pourquoi des fois on trouve qu'on est frileux sur la place publique de certains débats. Voilà. On a d'ailleurs avec nous, je voulais en parler avec quelqu'un qui est un expert en médias sociaux numériques parce que je pense que depuis 10 ans, là où il y a eu des grands changements, le contexte est un peu différent. C'est à cause des réseaux sociaux. La présence des réseaux sociaux est de plus en plus de voix, toutes sortes de chambres d'écho, de gens qui disent un peu toutes sortes de choses et beaucoup n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais bon, tout le monde aujourd'hui a le droit de sa parole, a le droit de... Et c'est avec grand plaisir qu'on accueille Roland-Yves Carignan. Il est directeur du programme de baccalauréat en journalisme à l'École des médias de l'UQAM. Bonjour, Roland-Yves Carignan. Bonjour, Isabelle Maréchal. Votre lecture d'aujourd'hui, là. Il y a 10 ans, Charlie Hebdo, on vient de l'expliquer. 10 ans plus tard, chez nous, quels seraient les plus grands impacts, vous diriez? Oui, c'est certain qu'il y a bien des choses qui ont changé. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Il faut se rappeler qu'en 2015, la circulation d'informations sur les réseaux sociaux, c'était encore quelque chose de relativement récent. Ça existait bel et bien, mais Facebook, ça a commencé en 2007. Et donc, c'est vraiment devenu grand public là, au début des années 2010. Et c'est dans ces premières années-là qu'on retrouve en fait de la circulation d'informations qui circulent partout, alors que ces informations-là ont été conçues pour être vues par un public précis. C'est précisément le cas d'ailleurs des caricatures du journal danois qui était derrière en fait les premières caricatures publiées par Charlie Hebdo. Des caricatures qui était destiné à un public danois. Ensuite, Charlie Hebdo destiné à un public français, mais qui circule partout dans le monde. Et ça, c'était quelque chose de nouveau à l'époque. Il faut voir aussi qu'on était un peu après 11 septembre, après le printemps arabe, pensez à l'État islamique, à Daesh, là, qui était au plus fort. On n'est plus dans ce contexte-là aujourd'hui. Ça a bien changé. Les questions de liberté d'expression sont aujourd'hui bien différentes. On parle beaucoup de fake news depuis d'ailleurs 2016, depuis l'élection de Donald Trump en 2016. On parle de fake news liées aux médias sociaux numériques. Ouais. C'est ça qui a changé, je pense. Est-ce que vous diriez aussi qu'il n'y a pas eu comme... Moi, je trouve qu'il y a quand même eu un affaiblissement des médias là, comme bloc. Aujourd'hui, un journaliste... On fait beaucoup la différence. D'ailleurs, on dit journaliste indépendant, ce qui m'a toujours fait sourire parce que... Mais pourquoi on dit ça? Parce qu'à la base, un journaliste, pour moi, est toujours indépendant d'idées, d'expressions, mais parce qu'avant, il était représenté par un média qui le protégeait. Aujourd'hui, les journalistes sont vraiment indépendants parce que quand tu dis quelque chose, tu es vraiment tout seul à le dire, puis c'est pas toujours tant mieux c'est un patron qui est derrière toi, mais des fois, t'en as pas. Il y a de plus en plus de pigistes. D'ailleurs, c'est pour ça que Reporters sans frontières le dit chaque année. La position de journaliste n'est pas forcément la plus glorieuse. La plus et sécuritaire non plus. Il y a toujours des journalistes qui perdent la vie. Fait que, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même, il y a cette montée de l'intolérance aussi par rapport au discours de l'autre. Si tu dis quelque chose qui fait pas mon affaire, ben, je vais peut-être vouloir t'annuler ou autre chose, ou pire encore. C'est exactement ça, je pense, le grand changement dans la liberté d'expression dans les 10, 15, 20 dernières années avec l'arrivée des médias numériques, des médias sociaux numériques, ce qui était liberté d'expression, qui était effectivement une expression qui venait des grands médias, journalistiques entre autres. Mm-hmm. En fait, c'est devenu une liberté de faire circuler n'importe quoi, n'importe où, tout le temps. Et ça fait l'affaire, entre autres, des grandes entreprises techno-médiatiques, là, les Google, GAFAM de ce monde, qui viennent mêler l'idée de liberté d'expression avec l'idée de faire circuler n'importe quoi, parce que plus l'information circule sur Facebook, plus Facebook fait de l'argent. Ouais. Et donc, on fait circuler n'importe quoi. Et faire circuler n'importe quoi, Roland-Yves, aussi, c'est aussi noyer le poisson. Là. Plus il y a de monde qui font du bruit avec leur bouche, et plus c'est difficile d'essayer de trouver des idées pertinentes pour faire avancer le groupe. C'est intéressant parce que ça fait avancer un agenda très précis. Un agenda, en fait, la meilleure façon de l'expliquer, c'est Steve Bannon, qui était un des grands conseillers de Donald Trump en 2016, qui véritablement, on peut qualifier quelqu'un d'extrême droite,
qui a dit ce qu'il faut avec les médias, c'est flood the zone with shit. Donc, littéralement, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que dans les médias, ce soit un grand n'importe quoi pour qu'il n'y ait plus personne qui croit aux médias. Exact. Et probablement que 10 ans après Charlie Hebdo, c'est cette idée-là qui a triomphé. Ben, j'ai l'impression que c'est grave, ça, mais c'est très grave. Puis j'ai justement l'impression, moi, que c'est les médias toujours qui marchent sur des œufs, où il faut faire attention pour pas choquer. C'est fou comme on est devenu l'épiderme sensible avec les médias dits traditionnels, alors qu'il y a des horreurs qui se disent sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Est-ce que vous diriez, Roland-Yves, que ça a espèce un peu creusé ou mis la table pour le wokisme ambiant qu'on vit beaucoup, nous, au Québec, quand même, là, quand on regarde la chose. Moi, c'est ce que je disais ce matin à mon collègue Mario Dumont. Moi, j'ai l'impression que le wokisme dont on parle de plus en plus, c'est-à-dire l'idée de dire il faut que tu t'éveilles à l'autre, et puis ça, c'est très bien s'éveiller à l'autre, mais le wokisme est devenu, peut s'apparenter à une certaine intolérance quand même parfois sur certains sujets, là. Oui, c'est qu'on en vient en fait à confondre ce qui est véritablement une attaque avec se sentir attaqué, se sentir menacé. Et donc, être offensé, n'importe qui peut être offensé par n'importe quoi, au fond. Et c'est l'expression de ce « je me sens offensé » qui devient assez dominante. Peut-être pas dominante, mais en tout cas qui est de plus en plus présente à tout le monde. C'est comme si on n'est plus capable d'être pas d'accord avec l'autre, d'accepter qu'il y a des visions qui sont différentes, puis c'est bien correct. On n'est plus capable de faire un choc d'idées. On le prend tout personnel. Et si quelqu'un ne pense pas comme nous, ça devient l'ennemi à abattre. On est rendu là, on dirait, dans notre façon de voir. Oui, tout à fait bien exprimé. C'est très intéressant parce que je pense que c'est exactement ça le grand défi de la liberté d'expression aujourd'hui. C'est plus tant de s'exprimer, mais d'être capable d'entendre l'autre pour discuter. C'est le grand défi aujourd'hui. Tellement, mon Dieu, donc, on manque d'introspection. Tout part de soi. Si on n'est pas capable d'écouter l'autre, on n'est pas capable de voir si nous-mêmes, on est un bon interlocuteur, on est quelqu'un de sensé dans le discours public. Ça part de soi, dans le fond. Ça part de soi. Et effectivement, il y a peut-être un lien avec les médias sociaux numériques. C'est facile de simplement annuler quelqu'un, de le sortir de son fil. Ouais. Et on finit par s'habituer à vouloir retirer les propos que l'on n'aime pas de notre environnement. Mais moi, je pense qu'on est tous aujourd'hui des autocenseurs. On s'auto-censure beaucoup. Là. Complètement. Vraiment. Ouais. On a Yannick, qui est un auditeur, qui a envie, lui, de nous donner son impression là-dessus. Merci beaucoup, Yannick. Vous voulez parler de la liberté d'expression. Comment vous voyez ça, vous, 10 ans après Charlie Hebdo? Moi, 10 ans après Charlie Hebdo, je suis toujours pour mon dire que, regarde, un peu comme vous parliez tout à l'heure, il faut appeler aussi à la tolérance de l'autre envers ce qui est publié. Oui. Tu sais, je pourrais dire que on a toute notre façon de penser, on a toute notre façon de voir les choses. Oui, notre façon de voir les choses et d'être soi-même. Oui. J'en ai presque l'impression des fois qu'on n'a plus le droit d'être soi-même. Ouais. Êtes-vous beaucoup sur les réseaux sociaux, vous, Yannick? C'est ça. Moi, c'est plus pour mes domaines que je cherche à suivre, comme l'impression 3D ou n'importe quoi d'autre. OK. Mais sinon, pour ce qui est des opinions des autres, je vais en lire des fois, je vais commenter des fois, mais très peu. Mm-hmm. Puis, de toute façon, je trouve que le monde est tellement intolérant. Je n'aime pas suivre ce qui se dit sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Ouais. Merci, Yannick. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma jeunesse qui font qu'aujourd'hui, non, j'ai appris beaucoup de valeurs. J'ai déjà tenu des propos intolérants. Aujourd'hui, je le sais, je l'assume et je me corrige. Je me suis corrigé. Bravo, hein? Ah, mon bravo. Dieu, c'est intéressant d'entendre ça. C'est de l'introspection, ça, c'est vraiment beau. Bravo, puis merci de ton appel. Beaucoup de gens qui réagissent, Isabelle? Vraiment. Au fait, il y a Julie là, qui dit, moi, j'ai été il y a quelques jours là, à l'aéroport Charles de Gaulle, puis j'avoue, j'ai eu un petit stress. J'y pensais, oui, déjà. Il y en a qui... Le stress là, de se dire, est-ce qu'il va y avoir un attentat? Est-ce que quelqu'un pourrait surgir avec une arme? Beaucoup ont des réactions très virulentes en lien avec la religion. Là. Il y a beaucoup de commentaires sur, on dit, lavage du cerveau et tout ça. Là, on sent qu'il y a une grogne par rapport à la religion. Ah oui, d'accord. Okay. Oui, beaucoup là, sur le texto. Ça revient. Il y en a qui disent... Mais je pense que les gens sont tannés.
On parle trop de religion dans l'espace public, sérieusement. Et ce qui est dommage, c'est qu'on parle aussi de la religion qui déborde, mais il y a des gens qui exercent une religion qui déborde pas. Et qui dérange pas tout le monde Non, avec ça. qui ont des puis croyances qui revendiquent pas. Non, exactement. Moi, j'ai des gens qui sont très chrétiens, pratiquants, puis ils exigent pas à d'autres, puis eux autres, ils font leurs choses qui leur font du bien, puis ils prennent des messages qui leur font du bien. Tu sais qu'il y a des musulmans aussi qui sont tout à fait, qui gardent pour eux. Puis, des bouddhistes, dans tout type. Il y en a plein qui, eux autres, c'est un chemin. Il y en a que c'est le spirituel, il y en a que c'est la religion. Chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. Et c'est pour ça, Roland-Yves, je reviens à vous, parce qu'il y a aussi dans ce qui a changé depuis 10 ans, c'est ce désir d'affirmation de son unicité. C'est-à-dire, de plus en plus, je trouve, c'est moi ce que j'appelle la tyrannie du un. C'est-à-dire que tu as une personne qui fait une plainte et là, ça devient... ça fait quasiment office de loi. Cette seule voix unique devient la voix de la majorité, alors que la majorité tranquille qui est occupée à faire d'autres choses, elle se dit, cette personne-là est supposée être mon porte-parole, je m'en étais pas rendu compte, je suis pas forcément d'accord, mais j'en parle pas. Et êtes-vous d'accord avec ça qu'il y a comme, c'est devenu un peu de, il y a des gens qui ont un agenda sans doute, ou en tout cas qui veulent faire entendre leur voix plus forte que les autres? Oui, effectivement. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, d'ailleurs, Roland-Yves. Je tiens à le accepte préciser. les opinions de tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Là. Vous pouvez dire non, pas pantoute. T'es dans le champ, Isabelle. Non, mais franchement, pour le coup, je suis entièrement d'accord. Effectivement, puis ça revient en fait à ce qu'on disait, la difficulté d'écouter l'autre. Ouais. On va davantage chercher soit le point de vue qui réconforte ce qu'on pense déjà, ou soit le point de vue qui, au contraire, vient nous choquer, nous fâcher. Parce ça nous permet de le rejeter. Et on donne beaucoup la parole à ces gens-là dans les médias, et même les médias traditionnels. Ouais. Pensons là, à toute la saga de la place des cyclistes à Montréal. C'est polarisant au maximum. Ouais. Alors qu'il est question de partager quelque chose qu'on a en commun, c'est l'espace de la ville. Ouais. Puis ça pourrait se passer tout à fait autrement. Mais la façon dont ça se passe, c'est dans l'affrontement, plutôt que dans la discussion. Oui. Mais je suis pas certain que dans la vraie vie, ça se passe autant dans l'affrontement que ce qu'en montrent les médias. Moi, je dirais que les gens qui sont à vélo se tiennent avec du monde qui sont à vélo, puis que les gens qui sont dans leur auto se tiennent avec du monde qui sont dans leur auto. Il y a comme des chambres d'écho là aussi. Oui, beaucoup. Pour faire souvent ce genre de débat-là. Puis il y a tout le temps quelqu'un, genre comme moi, qui dit des fois je suis à vélo, des fois je suis en auto, souvent je suis à pied. S'il vous plaît, voulez-vous juste mettre votre clignotant? C'est comme si ça nous rassure d'être avec des gens qui nous ressemblent. C'est comme si ça nous valide. Exactement. Oui, exactement. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est que, oui, tout à fait, tu as raison. Une espèce de validation de son identité propre, personnelle, soi-même. Donc, manque de confiance peut-être quelque part. Beaucoup d'individualisme. Oui. Montée de l'intolérance, montée de l'individualisme, souvent, ça va ensemble. Tu as d'autres commentaires, entre autres, on va terminer là-dessus. Rapidement, là, c'est Éric Lavoie qui texte puis qui dit je veux juste vous dire, les filles, que c'est quasiment impossible d'avoir un débat sain sur les réseaux sociaux. Pensez juste à Justin Trudeau hier. Là. Les insultes qu'il a eues à son égard, c'est fou, limite violent. Il n'y a plus de place au débat, c'est des insultes majeures la partie du temps. Les politiciens font face à ça maintenant. Vraiment beaucoup. Non, mais c'est clair. D'ailleurs, l'année dernière, on a vu plusieurs démissions d'hommes et de femmes, beaucoup politiques, parce qu'en plus, quand tu es une femme politique, il y a les commentaires sexistes, tout ce que tu veux. Oui. Alors, non, c'est pas évident d'être... Et puis, c'est vrai qu'on on a des attentes aussi. Mais ça, c'est un autre débat, Roland-Yves. Ce sera intéressant d'en discuter avec vous. Merci d'avoir pris le temps de nous parler de liberté d'expression. Avec plaisir. Merci. Roland-Yves Carignan, qui est spécialiste des médias sociaux numériques. On va s'arrêter ici, très courte pause. Isabelle, on va parler d'éducation après? Ça aussi, c'est important. Là. Tout est important à cette émission, je tiens à le rappeler. On en parle sans violence, mais avec passion. Ça, c'est important. Ben oui, il faut être passionné. C'est passionné. Certainement. Puis c'est important de se challenger aussi. Des fois, on est là pour ça. Est-ce que notre système d'éducation vous décourage? 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Pendant qu'Isabelle va aller prendre des Tylenol sinus. Elle n'a pas le débouché, la jeune. Hey, good, mais on revient tout de suite après ceci. Restez là, tout le monde, parce que je veux avoir votre opinion là-dessus. Restez là.